gotta keep them separated. Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous, bienvenue ici dans notre deuxième maison, chez notre partenaire Nissan Marseille à l'Estac, où nous allons vous proposer un bar des supporters un petit peu spécial à 4 jours du grand classico, du classique, du match de l'année, comme certains l'appelleront. Le PSG reçoit l'Olympique de Marseille dimanche à 20h45 au Parc des Princes. On va parler de tout ça pendant une petite heure avec ma garde rapprochée. Jacques Bail à ma droite, comment ça va mon Jaco? Ça va très bien Karim, on est très très bien accueillis, c'est un très très bon moment de radio. Steph Martins est en place, avec le petit sourire qui va bien. Je sens que tu réfléchis à quelque chose de précis toi. Non, t'inquiète, c'est toujours du freestyle, tu le sais, ça sort avec le cœur et très heureux d'être encore une fois avec vous et dans ces très très beaux locaux. Allez, l'actualité, hein, on la connaît, les amis. C'est le grand match qui va être proposé à l'Olympique de Marseille. Un match que certains attendent avec impatience, que d'autres craignent un petit peu plus, avant d'entrer dans le vif des débats et de pouvoir en discuter avec nos invités, parce qu'on aura deux invités pendant cette heure par téléphone. Un ancien joueur de l'Olympique de Marseille qui a marqué beaucoup de buts, et notamment le dernier but d'une victoire de l'OM au Parc des Princes. C'est, n'ayons pas peur de le dire, c'est notre ami Florian Thauvin, joueur de l'Udinese. On l'aura dans quelques instants, et ensuite on aura aussi la possibilité de discuter et d'échanger avec Smaïl Bouabdella, journaliste, présentateur, star pour moi de DAZN, le diffuseur officiel de la Ligue 1, qui nous exposera un petit peu ce qu'ils ont prévu pour la soirée, sa vision de ce match, et qui nous parlera un petit peu de l'opération aussi avec les cinémas, les 6 cinémas en France qui proposeront une diffusion du match dimanche soir. Il y en a un près de chez nous, c'est le Pâté Plan de Campagne. On aura une équipe sur place. Donc Jaco, avant de parler de tout ça, dans quel état d'esprit, puisque là je te vois extrêmement bien détendu avec ton joli casque, ton micro, dans quel état d'esprit tu es alors que les matchs de Coupe d'Europe sont passés pour la Ligue des Champions et que maintenant on est... Des idées de penser qu'on est capable de planter 3-4 buts à Paris Saint-Germain. Bon contenu, déjà. Tu vois, j'en suis là, c'est-à-dire de revenir en se disant ouais, on a été intéressant, on a été pas mal dans l'impact physiquement, des distances marquage réduites, c'est ce que j'ai envie de voir à l'OM. Après, si toutefois on arrivait à les accrocher, eh bien, je serai bien entendu un des hommes les plus heureux. Chaque jour suffit à sa peine, hein. Hier on a appris une mauvaise nouvelle avec le forfait de Pierre-Emile Heubière. Aujourd'hui, pas de mauvaise nouvelle pour l'instant, donc jusqu'ici tout va bien. Tant mieux. Non, mais là ça va. On a l'infirmerie, je me répète, hein, l'infirmerie qui ressemble un petit peu au service réanimation de l'hôpital de la Timone, en spécialisation mollet touché. Non, mais c'est vrai que là aujourd'hui, je sais que la préparation de l'Olympique de Marseille a accéléré, a franchi un cap. Il y a eu une belle séance à un petit peu plus de 4 jours du choc. Comment toi tu vois cette équipe, ce groupe? Alors, on parlera compo dans quelques minutes. Hein. Comment je le vois, il faut qu'ils soient soudés et qu'ils nous montrent autre chose que ce qu'on a vu sur les matchs précédents. Voilà, parce qu'on a besoin dans ce genre de match-là d'intensité. Pour moi, il va falloir les prendre à la gorge, il va falloir leur montrer qu'ils ne vont pas pouvoir faire ce qu'ils veulent. Parce que c'est clair, s'il y a ce genre de joueurs-là, ce genre d'équipe-là, tu leur laisses 2-3 mètres pour pouvoir faire contrôler une passe, tu vas être de suite dépassé. Donc voilà, j'attends vraiment un état d'esprit irréprochable, du dépassement de fonction, et comme je le dis souvent, de la très très bonne agressivité. Ça veut dire, comme le disait Jaco, réduire le marquage et être vraiment sur leurs fesses.
Alors on est en direct, je le répète, chez notre partenaire Nissan Marseille, ici à l'Estac. C'est toujours un moment très important pour nous et on essaie de faire les choses un peu en grand quand on se déplace chez nos amis. Et ce soir, on va proposer à nos auditeurs, nos internautes, d'entendre le dernier buteur d'une victoire de l'Olympique de Marseille au Parc des Princes. C'était le 13 septembre 2020. Il doit être en direct avec nous, c'est Florian Thauvin. Salut Flo. Salut, bonsoir à tous. Oh, ça fait plaisir de t'entendre, mais ça fait combien d'années que je t'ai pas interviewé? Ça fait vraiment, c'est quelque chose quand même qui me manque, je le dis, hein, parce que on a toujours eu des rapports super cordiaux, je dirais, entre journalistes et joueurs, mais on a eu souvent la possibilité d'échanger. Je voulais savoir un petit peu comment ça allait, voilà, tout simplement. Écoute, déjà, pour commencer, Karim, le plaisir est partagé parce que ça a été un plaisir pour moi de partager ces 8 années, pouvoir échanger avec toi à la fin des matchs. Ça a toujours été vraiment, je le répète, mais un plaisir parce que tu as toujours été quelqu'un de droit et d'honnête. Donc voilà, j'en profite pour le dire à l'antenne. Et je vais très bien, c'est un plaisir pour moi de t'entendre à nouveau. Je ne savais pas quand ça allait arriver, mais voilà, c'est un plaisir d'être là avec toi et avec vous. Alors on suit tes aventures, hein, bien entendu. 3e saison à l'Udinese. Il Capitano, je suppose que tu parles couramment italien maintenant, avec des saisons où tu as un niveau qui monte de gamme chaque année. Est-ce que je peux dire, moi, qu'on a retrouvé le grand Florian Thauvin cette saison? Oui, je pense que cette année, j'ai franchi un cap, je suis redevenu le joueur que j'étais avant après une longue période, on va dire un long trou d'air. Je pense que j'avais besoin de cette période pour me reconstruire. Aujourd'hui, je suis revenu au top, je suis super content. Mais avant tout, je prends du plaisir. Alors c'est un joueur aujourd'hui qui est différent, qui joue dans un registre différent, dans une nouvelle position dans laquelle je suis totalement épanoui. J'aurais pas pensé être autant épanoui un jour dans l'axe, mais aujourd'hui c'est le cas. Et je pense que la chose la plus importante à retenir de tout ça, au-delà du fait que les performances sont très bonnes, c'est que j'ai vraiment retrouvé du plaisir et que j'ai envie que ça dure le plus longtemps possible. Ouais, et tu gardes la feuille de stats quand même bien garnie, hein, parce qu'on se souvient de tes saisons à l'Olympique de Marseille où il y avait plus de 30 moments décisifs dans la saison, avec des buts en veux-tu en voilà, des passes décisives également énormément. Là pour l'instant, je crois qu'en championnat, tu as 8 buts et 3 passes D, dont le dernier but qui permet à l'Udinese de ramener un point du stade olympique face à la Lazio. La forme est plutôt bonne aussi. Je crois que c'est 3 buts lors des 4 derniers matchs. Ouais, c'est vrai que je suis dans une bonne forme actuellement. J'ai retrouvé toute ma confiance. J'ai eu une longue période d'adaptation, premièrement au championnat italien, qui est un championnat hyper tactique, très défensif. Et en plus dans une position qui est nouvelle pour moi parce que je joue maintenant au numéro 10 en tant que deuxième attaquant. Je t'avoue qu'au début ça a été un petit peu plus difficile parce qu'il fallait trouver les repères. Comme tu es bien placé pour le savoir, toute ma carrière j'ai joué à droite et je suis rentré dans l'axe pour frapper. Et là je me retrouvais souvent dans des positions différentes. Donc il a fallu se réinventer et c'est ce que j'ai su faire. Donc j'en suis aussi très fier de pouvoir ajouter une corde à mon arc. Alors pour tous les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Insta, on voit que très régulièrement il y a des stories de toi face à un écran et sur l'écran il y a un match de l'Olympique de Marseille. Tu as gardé ce lien un petit peu. Tu suis toujours autant l'actualité de ton club de cœur? Ouais, toujours. Tu sais, je pense qu'une fois que tu es passé par l'OM, tu gardes, c'est dans le sang, tu gardes une attache, tu peux plus t'en passer. Donc oui, effectivement, toi en plus tu es bien placé pour savoir que j'ai toujours été très attaché au club et depuis que je suis parti, j'ai raté le moins de matchs possible. La seule fois où j'ai raté des matchs, ça a sûrement dû être quand j'étais en train de jouer ou que j'étais dans l'avion, mais sinon effectivement je suis
90% des matchs. Et quel est ton regard un petit peu sur cet OM made in Roberto De Zerbi qui est un entraîneur dont on parle beaucoup, je suppose, en Italie, mais il est en train, avec le président Longoria, avec Mehdi Benatia, Fabrizio Ravanelli, de monter quand même quelque chose, un projet qui semble être sur les bons rails, quoi. C'est vrai qu'on sent qu'il y a eu beaucoup de changements, on sent qu'il y a une nouvelle ADN de la part de Pablo Longoria, aussi de Mehdi Benatia. Je trouve que c'est une ADN très italienne. Je vois des similitudes avec ce que j'ai pu rencontrer ici en Italie, notamment aussi maintenant avec l'entraîneur qui est italien, De Zerbi, qui est un très grand entraîneur. Et puis je trouve que voilà, pour être très très sincère, depuis que moi j'ai quitté le club, je trouve que l'Olympique de Marseille a franchi un sacré cap et on peut le voir aujourd'hui, notamment au niveau de son effectif. Flo, dimanche c'est PSG-OM, c'est le classico ou le classique, c'est un match à part. Il y a une ambiance, il y a une atmosphère, un contexte toujours très particulier autour de ces matchs. Tu en as joué beaucoup, tu as marqué quelques buts et notamment des buts importants. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce match est tellement spécial pour un Marseillais notamment ? C'est le classico, c'est le match le plus important, le plus regardé de la Ligue 1. C'est la confrontation entre les Parisiens et les Marseillais. Chacun défend son camp. Il y a beaucoup de pression, beaucoup d'animosité et j'espère qu'elle sera positive lors du match. Mais voilà, c'est le classico, c'est la grande affiche de la Ligue 1 depuis toutes ces années. Et puis voilà, il y a cette obligation de laisser la vie sur le terrain et essayer d'aller chercher un résultat. Alors on sait que depuis quelques années c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, on espère qu'il y aura un résultat positif pour l'OM. Allez, on se fait un petit plaisir, un petit kiff personnel. Si on est prêt du côté de la régie, on va se replonger. Le 13 septembre 2020, on joue la 31e minute. On est au Parc des Princes. Il n'y a pas un stade plein puisqu'on était en période de Covid encore. Et il s'est passé ce que vous allez entendre tout de suite. On va suivre ce coup franc. Si vous entendez quelques sifflets, c'est parce que Dimitri Payet est à la baguette de ce coup franc. Alors, Alvaro González, Pape Gueye, Douye Tchaletatsar, Boubacar Kamara, Florian Thauvin, Maxime Lopez sont aux abords de la surface. Pas de hors-jeu. Au deuxième poteau, Flo Thauvin. Mais là, Bino, mais là, mon petit, ouverture du score de l'Olympique de Marseille. But inscrit par le numéro 26. Florian Thauvin sur une passe décisive de Dimitri Payet, le coup franc qui passe au deuxième poteau. Thauvin qui était magnifiquement bien placé, une frappe du pied gauche dans le petit filet de Sergio Rico pour donner l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille. Voilà. Bon, moi j'ai un peu les frissons, j'ai un peu les poils. Flo, ça t'évoque quoi ce moment-là ? Non, c'est un magnifique souvenir avec un coup franc superbement bien tiré par Dimitri. Pour la petite anecdote, c'était durant la sieste, j'arrivais pas à dormir et je m'étais imaginé cette scène que si je passais devant la ligne centrale, devant les centraux, je pouvais récupérer ce ballon au deuxième poteau. C'est ce qui s'est passé le soir, donc comme quoi. Souvent on dit qu'il ne faut pas se faire le match avant, mais là pour le coup j'avais imaginé cette scène et ça avait plutôt bien fonctionné. C'est un super souvenir, c'est aussi une fierté d'avoir pu contribuer au succès de l'OM au Parc. Et tu restes donc le dernier buteur d'une victoire de l'Olympique de Marseille au Parc des Princes. Et j'espère de tout mon cœur que tu seras effacé des tablettes dimanche soir. Tu resteras dans le cœur des Marseillais, mais on espère que ça va aller ce dimanche. Flo, avant de te libérer, c'est quoi le programme là de l'Udinese ce week-end ? Nous, on joue samedi contre l'Hellas Vérone. Ah oui, un match
difficile et à domicile. Donc ça peut être l'occasion aussi de confirmer votre bonne période, parce que là je regardais le classement, je crois que vous avez 18 points d'avance sur le premier relégable, vous avez 10 points de retard sur les équipes qui sont à la lutte européenne. C'est quoi l'objectif pour vous en cette fin de saison? Pour être très honnête, après la difficulté que l'on a eue la saison dernière avec voilà une saison très très difficile, l'objectif du club il est de se maintenir. L'objectif, ça y est, on l'a rempli. Maintenant, on va essayer de prendre du plaisir, faire une bonne fin de saison, de faire les meilleurs matchs possibles, prendre le plus de points possible, et puis on verra ce qui se passe devant. Si jamais on a des bonnes surprises devant, tant mieux, mais on se met aucune pression jusqu'à la fin de saison. On cherche juste à continuer à être performant et surtout prendre du plaisir. Donc si tu joues samedi soir, ça veut dire que dimanche soir, tu seras devant la télé? Et effectivement, j'ai hâte de voir le match. Merci beaucoup mon Flo, hein. C'est super gentil d'avoir accepté notre invitation et je te l'ai mis en message. J'espère même pouvoir venir à Houdinez faire une petite interview aux petits oignons, tranquille, face à face. Je sais qu'on a des choses à se raconter, je pense. Ce sera avec grand plaisir. Merci à vous pour l'accueil. Je vous souhaite une très bonne émission et surtout, je nous souhaite à tous une belle victoire dimanche. Merci beaucoup Florian Thauvin d'avoir été avec nous en direct sur Maritima dans le bar des supporters ici chez notre partenaire Nissan Marseille Lestac. Jaco, première réaction après les différentes explications, la simplicité, l'humilité de Florian Thauvin. Moi, j'ai trouvé surtout un garçon avec beaucoup de maturité. Je pense qu'il en a pris beaucoup. Le fait d'être maintenant papa, d'avoir eu ces expériences. Tu sais, quand tu es un joueur très fort, très jeune, c'est très difficile. Les surdoués comme lui, c'est des périodes très compliquées. Les gens pensent que c'est facile. Moi, je pense comme Ousmane Dembélé, quand il est pas bien, les gens, ouais, mais il est pas bon, les gars, ce sont des jeunes joueurs. Je me rappelle Florian Thauvin, les qualités qu'il avait, très jeune, mais c'est dur de rester au très haut niveau. Donc, il a eu cette période difficile. Ensuite, une période où il a été blessé pendant un grand moment. Et maintenant, il est revenu à un nouveau poste. Avec je le vois jouer, c'est très très bien ce qu'il est en train de faire. Donc bravo à lui, mais surtout de l'entendre parler comme ça, on s'est régalé. On a passé un très très bon moment. Steph, on peut dire qu'il a été marqué au fer bleu et blanc par rapport à ce qu'il nous dit. Ah bah oui, c'est clair, mais il a marqué aussi son passage à l'Olympique de Marseille. Voilà, faut pas oublier, c'est une patte gauche exceptionnelle. Quelqu'un qui faisait vraiment du mal aux défenses adverses, qui avait des changements de direction et une technique vraiment au-dessus de la moyenne. Donc très content de le retrouver aujourd'hui à son meilleur niveau. On me dit dans l'oreillette, est-ce que... Pardon ? Oui, d'accord. On me demande si Steph Martins a un problème de voix. Non. Est-ce qu'il peut parler un petit peu plus fort? Désolé, on est là, vous inquiétez pas. Oui, mais il est bien aussi dans le, c'est bon, dans on le est bon. fauteuil. Allez, on est bon. Pour terminer sur le volet Florian Thauvin, c'est un joueur qui retrouve son meilleur niveau. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment revenir un petit peu dans le club où ils ont réalisé de très belles choses. Il l'a dit, 8 saisons à l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça serait une bonne chose pour toi de revoir un Florian Thauvin un jour à l'Olympique de Marseille, en sachant qu'il a fêté à la fin du mois de janvier ses 32 ans? Non, je pense que Florian a fait un cycle très intéressant. Il faut garder de bons souvenirs. Maintenant, l'Olympique de Marseille est en train de passer un cap, un très très haut niveau. Et je pense qu'il aurait des difficultés à s'imposer. C'était un garçon, un titulaire indiscutable, un patron de l'Olympique de Marseille, ses joueurs stars. Donc revenir en tant que numéro 12, numéro 13, ça ne serait pas sa place. Il se sentirait frustré. À mon avis, ce ne serait pas une bonne idée. Et oui, et j'en connais un qui a dû commenter des matchs de Florian Thauvin à la belle époque. Il doit être en direct avec nous et ça nous fait vraiment plaisir. Je vais le présenter comme un entraîneur italien. Mister Smail Bouabdella. Smail, bonsoir.
Tu m'as mis la pression. Salut Karim, salut à tous, salut Jacques, salut à toute l'équipe. Il n'y a pas de pression pour toi, il n'y a pas de souci. On est très heureux de t'avoir avec nous, Smaïl Bouabdallah, aujourd'hui, qui est journaliste, présentateur, commentateur sur le diffuseur principal de la Ligue 1 DAZN. On est à quelques jours d'un match qui intéresse tout le monde, puisque le PSG-OM sera retransmis en direct à partir de 20h45 ce dimanche sur DAZN. Il sera aussi en direct sur Maritima, hein, je le dis pour nos auditeurs, parce que quand même, hein, on monte à Paris avec Jaco. Smaïl, est-ce que cette affiche, elle garde toujours autant de piment, autant de saveur? Est-ce que ce terme de classique, de classico, de match de l'année, il est toujours adapté, même si à la lecture du classement, le premier contre le deuxième, c'est toujours un gros match? Alors, je vous entends pas très bien. Je vous entends pas bien du tout. Ah. J'ai entendu le début de la question et la réponse, elle est oui, parce que c'est un match qu'on attend toujours. On aime le foot, on aime la Ligue 1 et on aime notre championnat. Donc c'est toujours un match qui est très attendu. Et tu t'en souviens et tout le monde s'en souvient, quel que soit le classement au final de l'une ou de l'autre équipe. Ça a toujours une saveur particulière, un classique. Donc on attend toujours. Et la semaine avant, la semaine d'après sont toujours des moments très particuliers par rapport à ce match-là. Le match aller avait été très attendu et ça avait quasiment accouché d'une souris côté marseillais. Les Parisiens avaient maîtrisé le jeu. Il y avait eu ce fait de jeu également avec l'expulsion d'Amin Harit. Est-ce que la supériorité qui était au moment du match aller, peut-être pas aussi évidente qu'aujourd'hui. Comment tu lis la différence qui peut exister aujourd'hui entre le PSG qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions avec une maîtrise, pas totale mais presque, face à Liverpool, et un Olympique de Marseille qui est un petit peu en difficulté avec 2 défaites sur les 3 derniers matchs? Le truc qui s'était passé lors du match aller, c'est qu'on s'était dit Paris n'est pas rayonnant comme on avait pu les voir les années précédentes. Marseille était dans le coup, on était au début de saison, il y avait moins d'écart de points. Et même nous, les journalistes, on s'était dit, et si c'était la bonne? Et si c'était la bonne année pour qu'il y ait cette grosse adversité et cet Olympique de Marseille qui allait titiller le Paris Saint-Germain. Bon, on a vu que ça n'avait pas été le cas, avec des faits de jeu, mais avec quand même une maîtrise et une domination parisienne. Là, au match retour, Paris fait plus seulement peur en France. J'ai l'impression que Paris fait peur en Europe et partout dans le monde. Donc ouais, je vois quand même l'écart plus grand déjà au nombre de points et une maîtrise parisienne assez impressionnante, mais pas seulement vis-à-vis de l'Olympique de Marseille. J'ai l'impression que c'est par rapport à tout le monde. C'est clair. Je crois que j'ai quelqu'un qui te connaît qui veut te poser une question. Bonsoir, je voulais te poser une question concernant la tactique de l'Olympique de Marseille, qui est quand même une tactique atypique. Est-ce que tu penses que pour aller à Paris, est-ce qu'un 4-4-2, pour pouvoir essayer de fermer les couloirs qui sont, à mon avis, avec des Barcola, avec des Ousmane Dembélé, des joueurs qui ont de la vitesse, est-ce qu'il ne serait pas pensable d'essayer pour ce match-là un système qui puisse nous permettre d'être un petit peu plus solide défensivement que cette défense à 3 avec l'absence de Mourinho? Je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais pour nous, elle est vachement préjudiciable finalement. Donc voilà, je voulais te poser cette question-là. Alors déjà sur l'absence de Murillo, vous le pensez et on le pense tous, moi c'est une vraie surprise et une vraie révélation ce qu'il a pu faire depuis le début de saison, aussi bien dans ses performances et dans le rôle qu'il peut avoir. Je le trouve très intelligent et parfaitement compatible avec ce que De Zerbi demande. Maintenant sur la tactique de l'Olympique de Marseille, malheureusement dans un match comme celui-là, et face à une équipe comme le Paris Saint-Germain, je me dis que si tu te renforces sur les côtés pour être à 2 dans les couloirs et pas subir la supériorité numérique et pas être à 1 contre 2, si tu es 2 dans l'axe finalement, si tu te poses en 4-4-2, tu vas être à 2 contre 3 au milieu dans l'axe. Donc au final, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas essayer d'être en 1 contre 1, essayer de rivaliser? Je me dis, est-ce qu'il ne faut pas choisir d'être très solide et un peu plus compact derrière? Mais quand je vois ce que fait le Paris Saint-Germain, même contre les équipes compactes, je me dis que tu es toujours en difficulté. Ce que je me dis surtout, c'est que si l'Olympique de Marseille a l'occasion de pouvoir être dangereux, il faut l'être. Il faut faire attention à ne pas se faire aspirer parce que l'équipe du Paris Saint-Germain, elle est forte en phase de transition, mais elle est forte en phase de possession et de longue préparation, mais elle est redoutable en phase de transition. Donc c'est un vrai casse-tête tactique pour De Zerbi. Et moi je me dis,
est-ce que finalement il va pas se dire de toute façon il faut qu'on le joue le match. Au match aller, il l'avait pas vraiment joué, au-delà du carton rouge, et ils en avaient pris 3. Est-ce que tu te dis pas de toute façon j'en ai pris 3 et j'ai pas joué, est-ce qu'il faut pas que je joue finalement pour au moins tout tenter, et parce que j'en avais pris 3 sans jouer lors de la rencontre du match aller. On t'a posé une question sur l'Olympique de Marseille. Moi, je voudrais aussi t'entendre sur le Paris Saint-Germain, parce que on était loin. Peut-être qu'il y a des gens qui imaginaient que Paris pourrait atteindre ce niveau-là, le niveau que les Parisiens affichent en Ligue 1, c'est-à-dire avec pour l'instant 0 défaite depuis le début de la saison. Et surtout, tu l'as dit, hein, Paris est en train de dicter un petit peu son jeu en Europe. Est-ce que tu pensais que cette équipe parisienne pourrait afficher un tel niveau de jeu au mois de mars, là où, en général, c'est là où on a les plus mauvaises surprises côté PSG? Alors, je me le suis dit avant la saison, parce que je me disais que c'était pas possible que Luis Enrique ait cette discussion-là et puisse dire on va faire ce projet, je vais porter ce projet en se séparant aussi facilement d'un Kylian Mbappé, en le gérant comme il l'a géré en fin de saison dernière, et avec cette certitude-là. Le seul souci, c'est que quand je les ai vus commencer la saison, comme beaucoup, j'ai été dubitatif, j'ai eu des doutes sur l'animation offensive, je me suis posé la question sur Ousmane Dembélé, qu'il le sort. Quand il l'a mis numéro 9, il y a eu cette révélation. Donc j'y ai cru à l'intersaison, parce que je me suis dit, il ne peut pas avoir un plan comme celui-là sans avoir, lui, des certitudes. Nous, on n'est pas au quotidien avec les joueurs, on n'est pas au quotidien dans le vestiaire, on n'est pas au quotidien dans les séances d'entraînement. Donc je me suis dit, s'il le pense si fort, c'est qu'il doit avoir de vrais arguments. Le truc, c'est que quand je les ai vus commencer la saison, je me suis dit, ils sont forts collectivement, et tu vois qu'il y a quelque chose et qu'ils défendent tous et qu'ils courent tous dans le même sens. Par contre, je les voyais pas flamboyants, je les voyais un petit peu galérer contre des équipes, ne pas être fantastiques et ultra dominateurs comme ils ont pu l'être les saisons d'avant et comme ils peuvent l'être maintenant en championnat de France ou en Coupe d'Europe. Smaïl, qu'est-ce que vous préparez pour ce gros match du côté de chez DAZN? Tu vois, tu le disais tout à l'heure, ça reste toujours un match particulier, un match qu'on kiffe préparer et qu'on kiffe où on kiffe travailler, que ce soit la présentation ou aux commentaires. Donc on a un vrai dispositif spécial. Nous on en parle dès demain, dès le vendredi, avec ce match en fil rouge, mais surtout la journée de dimanche où on va être en direct avec des duplex toutes les heures, dès 13h, avec plusieurs équipes un petit peu partout en France, un petit peu partout à Paris, et notamment à Paris, dans des endroits où on va diffuser le match de manière un petit peu différente. C'est qu'on va le diffuser dans 5 cinémas parisiens et dans un cinéma marseillais à plan de campagne. Donc on essaye d'avoir des dispositifs spéciaux et d'événementialiser ce genre de match, parce que quel que soit le classement, quelle que soit la forme des équipes, ça reste un événement. Et quand t'aimes le foot, quand t'aimes la Ligue 1, t'attends toujours et tu regardes toujours quand est-ce qu'il y a PSG Marseille ou Marseille Paris. Ok, bon on est très heureux, on va te libérer. On a bien noté donc dispositif chez DAZN qui démarre dès demain avec l'ouverture de cette 26e journée de Ligue 1. On a cette opération qui est quand même assez unique, avec les 6 cinémas qui proposeront la retransmission en direct pour ce qui nous concerne. Donc il y aura le pâté plan de campagne où nous serons présents pour vivre la soirée en toute sérénité. Et nous on se verra peut-être avec Jaco et Quand même au Parc des Princes, toi, Karim, hein. bien sûr quand même Avec Jaco quand même. Eh oui, comme on dit avec beaucoup de malice, on monte à Paris. On monte à Paris. Toi aussi je crois, excuse-moi de dévoiler des secrets de Polichinelle, mais toi aussi tu montes à Paris pour ce match-là. Oui, je vais voyager. Je viens de pas très loin d'où vous êtes et je fais la route aussi pour monter. Mais je serai à Lens dès le samedi, parce que je serai à Lens-Rennes le samedi soir. Ok, on te souhaite un très bon week-end, un bon match dimanche soir. On se souhaite, nous, qu'on ait une véritable opposition entre les deux formations, les deux plus grosses équipes pour l'instant de Ligue 1, puisque Paris est première et l'Olympique de Marseille est deuxième. Et on va te libérer en te souhaitant un bon appétit. Merci Karim, à toi aussi. Je t'embrasse, j'embrasse Jaco, j'embrasse toute l'équipe. Et c'est Merci. toujours un kiff Merci de vous beaucoup. voir.
et de vous réécouter a posteriori après les matchs, de vous entendre vous enflammer, Jaco et toi. Et j'aime autant vous entendre que vous voir vous prendre dans les bras sur les buts. C'est kiffant de voir cette passion. Donc à très vite et toujours un plaisir de vous croiser. Je vous Merci. embrasse tous. Merci mon frérot, on te fait de gros bisous. Merci beaucoup. Et ouais, mais faut pas parler comme ça, Jacques Bail. Regardez, il a Il les. est rouge, il est tout rouge. J'allais dire des Dimitri Payet dans les yeux, mais il a. Ouais, je suis un émotif et voilà, ça ne changera jamais. Hein. Smaïl, en plus, c'est quelqu'un d'adorable, Marc, il va falloir changer Jaco, je crois. de gentil, parce que c'est vraiment un super garçon. Et nous, en plus, les gens ne savent pas, mais on se voit avant les matchs, on se voit après les matchs. Il y a toujours cette amitié qui est née. C'est pas des concurrents, bien entendu, mais ils font le même métier que nous. Et d'entendre ces gens qui ont quand même un poste important nous dire que effectivement ils nous écoutent, ils nous entendent, eh ben, ça fait toujours plaisir. C'est une grande fierté, oui. Alors que Camille vient de refaire le cadre et je suis désolé parce que regarde ce que je suis en train de faire. Je vais bouger et je vais inviter l'héritier, le padawan Enzo Buonalana à nous rejoindre sur ce canapé qui est assez grand et assez large pour tous les deux. Alors, est-ce que ton micro est branché? Oui, Ouais. je pense. On est bon? On est bon? C'est bon, le câble n'est pas super long, mais bon, allez, ça va aller. On est très heureux de t'avoir. Et oui, Monsieur Débrief, comme je te présente souvent, Monsieur Débrief, mais pas que. Mais pas que, c'est vrai. Alors, comment ça se passe cette saison pour toi? Bah écoute, très très bien. Karim, belle saison encore une fois. Très heureux de la vivre en votre compagnie, bien évidemment. De partager ces débriefs avec les auditeurs, les rencontres. Voilà, c'est un réel plaisir. Et on peut le dire de manière officielle, parce que j'ai reçu la photo officielle comme si ça avait été un trophée. Enzo Buonalana a reçu sa carte de presse. Alléluia. Ah là là. Ah, ça fait plaisir. Félicitations. Hein. Comme Merci, dirait le sélectionneur de l'équipe de France, c'est exceptionnel. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, Non, vraiment. Donc, Enzo, il y a une préparation un petit peu particulière parce que bon, on aura une très grosse soirée nous sur Maritima dimanche soir. Jaco et moi, nous serons du côté du parc. Du côté, c'est pour Sergio parce qu'il aime bien quand on envoie le petit du côté. Et Steph et toi, vous serez en studio avec, me semble-t-il, Marc Galli qui se régale avec les chips depuis tout à l'heure aux manettes. Qu'est-ce qu'on va avoir comme soirée du côté du studio? Est-ce qu'il va y avoir des innovations? On devrait sans doute, comme nous l'a dit notre DG, avoir Flavio également en direct à la mi-temps. Comment on se prépare pour un match qui ne ressemble à aucun autre? Bah, comme l'a dit Smaïl tout à l'heure, quel que soit le classement et le niveau des deux équipes, un OM Paris ou un Paris OM, c'est quelque chose de particulier, que ce soit même nous en tant que supporters de l'Olympique de Marseille, on l'attend. À chaque fois que le match approche, quelques jours avant, on a un peu le palpitant qui arrive, et en plus de le vivre pour travailler, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. On sera avec Marc, avec Steph en studio, on vous écoutera avec passion et attention. On aimera voilà, qu'on tremble. Voilà, il faut trembler. On espère On que c'est espère ces cordes trembler. vocales qui vont trembler surtout. Ça sera bon signe. Oui, mais dans le bon sens. Dans le bon Oui, sens. dans le bon Ah, sens. ben oui, Voilà. si Et je casse mais les cordes Karim- vocales sur un but de Paris, frérot. Karim, quelque chose qui rentre est important plus. ce dimanche, on pourra crier avec Steph. Ah oui, Voilà, ah s'il y a oui. but. D'habitude, S'il y a on n'a but. pas le droit. D'habitude, il y a Jacques avec nous. Ah, Et quand il y a oui. Jacques, on ne On peut peut pas pas, vibrer. c'est Il y a tout à le mec de l'intérieur. la sécu. C'est pas que je leur interdis, hein, c'est que le micro ne permet Exactement. pas. Parce que... Exactement. Donc, voilà. Steph, déjà petite information, parce que je sais que tu es friand de ces infos, tu les relayes sur tous les réseaux sociaux que la terre entière elle puisse nous proposer. Il en manque encore. C'est Valentin Rongier qui sera en conférence de presse demain à 14h15 au Vélodrome, Ah bien. avec un entraînement au Vélodrome qui aura lieu à partir de 15h30. Est-ce que on avait eu Leonardo Balerdi lors du match aller pour la conférence de presse avant le OM PSG. Est-ce qu'aujourd'hui, pour parler d'un match aussi important, il faut la sagesse, la tranquillité, la sérénité d'un joueur comme Valentin Rongier? Oui, aussi, parce que c'est quelqu'un qui est chez nous depuis plusieurs années, qui a porté le brassard de capitaine, donc c'est quelqu'un de très important, et dans l'entrejeu aussi. Donc j'espère qu'il va retrouver cette place-là, parce qu'on a vu qu'il a eu quelques complications quand on l'a fait redescendre un peu plus bas, et on sait l'importance qu'il peut avoir dans l'équilibre de notre équipe quand il est à son poste.
Jaco, Valentin Rongier ou Valentin Bail, j'en sais rien. Ouais, je sais plus. Non, c'est quand même quelqu'un dont on parle beaucoup en ce moment, qu'il soit sur le terrain, qu'il ne soit pas titulaire au coup d'envoi. Là, bon, il y a très très peu d'ouverture au débat pour le match de ce dimanche. On va commencer à parler un petit peu de ce que l'on voit comme compo possible, tout en sachant qu'il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, notamment autour de ce qui a été travaillé à l'entraînement. Mais bon, la volonté de Jacques Bail, c'est de voir Valentin Rongier à son poste de prédilection ce dimanche. Mais évidemment, parce que c'est un garçon très 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 important. Alors tu nous dis on en parle quand il y est, on en parle quand il n'y est pas, parce que évidemment, il ne laisse pas insensible le public marseillais, les supporters marseillais de ses prestations. Donc lorsqu'il n'est pas titulaire, les gens se posent des questions, pourquoi il ne l'est pas ? Et donc aujourd'hui, moi je pense que ce garçon-là, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je le préfère à Benasser. Là, il n'y aura pas de possibilité, puisqu'on rappelle que Pierre-Emile Højbjerg n'est pas disponible, donc il devrait être associé à Benasser. Il fait toujours son match. Toujours. Et maintenant, on lui reprochait quelquefois de ne pas être buteur. Il a été buteur aussi en tirant hors de la surface. Il devient pratiquement indispensable. Et en plus, tu sais, moi personnellement, Karim, j'ai été pendant très longtemps dans un staff et des garçons... Tu as le bonjour de Roland Courbis. Tu lui feras un gros bisou, je vais l'appeler ce soir, je vais débriefer son intervention. Mais c'est vrai que ces garçons-là, ils sont attachants. Quand tu as des joueurs comme ça dans un groupe, excusez-moi l'expression, les gars, il n'est pas emmerdant, ce mec. Tu es content d'être un entraîneur. Parce que des fois, si tu as, sans être offensant, si tu as 11 Greenwood ou 13 Greenwood à entraîner, croyez-moi que tu as souvent mal à la tête. Tu as mal à la tête, mais il y a du talent aussi. Oui, il y a du talent, mais oui, mais exactement. Mais c'est des joueurs difficiles à gérer parce que ce sont des talentueux avec des hauts, avec des bas. Donc il faut aussi profiter de ces garçons intéressants. Vous êtes sur Maritima, on est en direct de chez notre partenaire Nissan Marseille à l'Estac. C'est le bar des supporters qui est en direct pour présenter un peu avant l'heure le classico de dimanche soir entre le PSG et l'OM. Si vous êtes avec nous depuis le début, vous avez pu entendre Florian Thauvin. Vous avez pu écouter également Smaïl Bouabdella. On va parler un petit peu tactique, Enzo, puisque bon, les gens ne le savent pas, mais bon, tu étais aussi avec tout ce que tu fais, le couteau de l'USPEG, tu es aussi un éducateur pour enfants, donc tu mets en place des tactiques de jeu. Est-ce qu'il est possible de voir un OM différent tactiquement face au PSG, selon toi? Selon moi, non, parce que on voit que Roberto De Zerbi, je pense, a trouvé sa manière de jouer, même s'il y a eu des défaites qui sont arrivées récemment. Je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas trop modifier ses 11 de départ, qui n'aime pas trop modifier ses systèmes de jeu. Depuis Lens, il a trouvé un petit peu la mayonnaise qui a pris. L'Olympique de Marseille est deuxième au classement. Après, comme parlait Jacques tout à l'heure, pourquoi pas avoir un 4-4-2. Après, mais en fait, c'est toujours pareil face au Paris Saint-Germain. Si on veut bloquer les couloirs, on va avoir un problème dans l'axe. Et si on veut bloquer l'axe, on va avoir un problème dans les couloirs. Donc je pense que Roberto De Zerbi va prendre en considération un ou l'autre. Et après, ça sera au bon vouloir aussi de la capacité individuelle des joueurs à répondre sur le terrain. Alors, il y a ça qui est très important, hein, la capacité individuelle, la force collective. Il y a quelque chose aussi qui nous a dérangé fortement lors du dernier match samedi face à Lens, c'est le peu de joueurs véritables offensifs sur le terrain au coup d'envoi. Bien entendu que tu peux gagner un match avec 11 défenseurs sur le terrain, mais c'est quand même plus simple de pouvoir attaquer avec des attaquants. Est-ce que pour un match comme celui-là, parce qu'en plus il va falloir aller à Paris, peut-être certains vont se dire pour éviter de prendre une valise, mais d'autres vont être un petit peu plus ambitieux en se disant pour essayer de marquer et de les mettre en difficulté. Donc pour cela, il faut Guéry, pour cela, il faut Greenwood, pour cela, il faut peut-être un Luis Enrique un petit peu plus haut sur le côté droit. Est-ce qu'on a le droit aussi de voir un petit peu plus Neil Maupay, je ne sais pas, Jonathan Rowe, alors pas tous au coup d'envoi bien sûr, mais il faut quand même de la force de frappe d'entrée de jeu, quoi. Mais bien sûr, mais pour moi, si tu veux essayer de faire un résultat là-haut, il va falloir les regarder dans les yeux.
et pour les regarder dans les yeux, c'est-à-dire il ne faut pas que tu joues bloc bas, à les attendre avec 8 ou 9 joueurs défensifs sur 11, c'est impossible. Si tu prends ce choix-là, pour moi, on court à la catastrophe. Donc il faut y aller, on connaît nos qualités, on connaît nos défauts, à nous de tout mettre, mais pour moi il y a un élément prépondérant, ça va être l'intensité qu'on va mettre dans le match. Et on se répète assez souvent, on s'est répété toute la semaine là-dessus, si on n'a pas cet état d'esprit-là de vouloir se faire mal, on risque de repartir avec un score assez lourd. Donc pour moi, je te dis, tu dois commencer le match, c'est 11 hommes contre 11 hommes, tout pareil qui sont. Avant le match, il y a 0-0. Donc si on met l'intensité, si on met de la très très bonne agressivité, si on les regarde droit dans les yeux, bien sûr qu'on a des joueurs de talent et on peut faire un résultat. Maintenant, le 3/4 des équipes qui les ont attendus, ils ont pris des roustes. Donc il ne faut pas prendre ce choix-là pour moi. On a souvent l'habitude, Jaco, de parler de l'importance d'être clinique, d'être fort dans les surfaces de vérité, dans les deux surfaces de réparation. Mais ce match-là, il est particulier. Le PSG a une force de percussion aussi au milieu de terrain. Est-ce que la guerre du milieu, dont on parle régulièrement, est-ce que ce n'est pas un élément clé de cette rencontre et peut-être de densifier un petit peu ce milieu de terrain avec des joueurs qui courent beaucoup, qui sont capables de récupérer des ballons et de les relancer proprement? Est-ce que le salut de l'OM ne peut pas intervenir à ce niveau-là? Oui, par le milieu, mais j'ai envie de croire qu'Olympique de Marseille puisse avoir d'autres arguments offensifs, des arguments défensifs, parce que oui, effectivement, on le dit régulièrement, le milieu est toujours très 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 important dans la construction du football. Par contre, Karim, moi je pense que l'OM doit avoir aussi des joueurs assez lucides. Et pour pouvoir avoir des joueurs assez lucides, il faut essayer de moins défendre au niveau des attaquants. Parce que si tu défends, tu n'as plus la lucidité nécessaire. On va donner un joueur qui s'appelait Jean-Pierre Papin. Les gens ne s'en rappellent plus, mais Jean-Pierre Papin ne défendait pas beaucoup. Après, c'était pas la même équipe. Voilà. Non, mais ce que je veux vous dire, les gars, c'est qu'on parle d'un numéro 9, d'un attaquant. Nous, maintenant, en 2025, on reproche, mais le 9, mais il ne défend pas assez. Mais s'il défend, il n'a plus aussi les capacités nécessaires à avoir cette lucidité qui lui permet de mettre le ballon au fond. Donc, il faut aussi être lucide que le football a changé et que les attaquants ont des devoirs très compliqués. Tu fais trop le Mbappé. Là. Non, mais c'est vrai, les gars, il faut se rendre compte de tout ça. Après, tu dois aussi montrer autre chose. Il faut avoir, j'ai envie de voir un OM conquérant. J'ai envie qu'on puisse espérer au moins un petit peu pendant ce match. Si on fait ce match, Karim, comme l'on a fait au match aller, mais toi, moi, on était au stade, on se regardait, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais quand est-ce qu'on va montrer un petit peu les dents? On était au Vélodrome devant 66 000 personnes et on s'est fait bouffer dans l'intensité. Au bout de 20 minutes, c'était la catastrophe. L'OM doit faire mieux et l'OM peut faire mieux. 2 défaites en 3 matchs pour l'OM, défaite à Auxerre, défaite à domicile contre Lens, victoire contre Nantes avec un contenu qui n'était pas non plus exceptionnel. Est-ce que en cas de défaite, on plongerait quand même sur une pente très dangereuse? Moi, je ne vais pas parler de crise, mais on commencerait à avoir les genoux qui se touchent, un peu de tremblote. Est-ce que c'est une défaite qui t'enverrait dans cet état ou c'est surtout l'ampleur de la défaite? Moi, je pense plus la deuxième option avec l'ampleur de la défaite. S'il y a une défaite 1-0 ou 2-1, on dira l'Olympique de Marseille n'est pas passé loin. L'Olympique de Marseille a rivalisé avec le Paris Saint-Germain. Mais si par contre il y a une grosse défaite 4-0, voire plus, là je pense que la défaite va un peu moins bien passer. Il va y avoir aussi des doutes, que ce soit du côté des joueurs, du côté du staff et des dirigeants. Parce que si Nice vient à l'emporter, Nice reviendrait à égalité, passerait même devant au goal average, il me semble. Donc ça dépend. Voilà. Si tu perds 1-0 et qu'eux ils gagnent 1-0, ils restent derrière. Voilà, ils restent derrière. Donc c'est pour ça que je dis tout dépend le résultat. Après voilà, comme l'ont dit Jacques, comme l'a dit Steph également, il faut prendre ce match par le bon bout, bien sûr. mais ne pas se jeter dans la gueule du loup pour éviter de libérer beaucoup trop d'espace, parce qu'on l'a vu, Dembélé, Barcola, Désiré Doué, ça va très très vite devant et nous on n'a pas des joueurs non plus très rapides derrière. Oui, mais ce qu'il faut surtout, c'est ne pas avoir de regrets. Voilà, exactement. C'est pour moi c'est le plus important, c'est de te dire tu as tout donné
Et après, voilà, on sait que souvent, dans des matchs à haute intensité, ça se joue sur des détails. Donc il va falloir vraiment avoir un état d'esprit irréprochable. Mais voilà, de partir de là-bas en te disant, voilà, les joueurs ils sont sortis, ils ont mouillé le maillot, ils ont fait honneur aux couleurs, c'est ça le plus important. Et après, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, ça reste 11 hommes. Certes, en championnat, ils sont invaincus. On a vu que leur la phase de championnat, de Ligue des Champions, ils ont eu beaucoup de difficultés. Certes, ils sont rodés. Il ne faut pas oublier aussi que nous, notre équipe, elle est jeune. D'accord, on peut me dire que ce n'est pas une excuse, mais ça en est quand même une pour moi que je trouve très importante. Eux, ils ont des automatismes que l'on n'a pas encore aujourd'hui. On a un entraîneur qui vient d'arriver avec un staff complet. On a changé pratiquement 80% de notre effectif au mercato d'été. Donc, on monte en puissance. Maintenant, voilà, ce qu'on veut voir, c'est un autre Olympique de Marseille que ce qu'on a vu sur les dernières semaines. Donc, moi qui parle couramment le Steph Martins, tu dis que tu demandes un peu de patience aussi par rapport à ce que l'on voit, même si on n'est pas aujourd'hui au même niveau qu'on a pu être du 22 novembre au 26 janvier, il ne faut quand même pas tout casser pour un mauvais résultat. Non, il faut pas comme ni pour 2 ni pour 3. Non, commence pas là. Oh, la patience, elle a ses limites. Mais comme dit Jacques, voilà, on ne va pas tout jeter à la mer parce que tu perds un match ou 2 matchs. Maintenant, on est quand même second du championnat. Les objectifs d'avant-saison, il ne faut pas les oublier. C'est une qualification, je pense. Ils disent en Ligue des Champions, mais je pense que dans la tête des dirigeants, c'est direct. Alors, je te confirme, je ne suis pas dirigeant de l'Olympique de Marseille. Mais c'est 2e ou 3e. Voilà, 4e, c'est pas la même chose. Hein. Bien sûr. Pour préparer ton mercato, tu as des matchs tu anticipes énormément ta saison, tu dois faire des matchs de barrage. Donc oui, ça change beaucoup de choses. Et si par malheur tu viens à les perdre, ton recrutement n'est plus le même. Donc tu ne peux pas vraiment t'engager sur des joueurs. Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui où on parle, on a peut-être des accords si tu es 2e ou 3e. Et si tu es 4e, on l'a vu la saison dernière. Bien sûr. Donc voilà, après oui, il faut être patient. Pourquoi ? Parce qu'on ne crée pas une équipe compétitive en un an. Donc moi, ce que je demande aussi, c'est de la régularité au niveau de la direction. On a aujourd'hui une équipe dirigeante qui va dans le bon sens. On a une équipe où on a vu de très très belles choses cette année et des choses un peu moins bonnes, mais je pense qu'elle va repartir de l'avant. Voilà, et qui fait pour moi honneur à ce qu'on dit sur la première moitié de saison sur le droit au but où on a vu pas mal de belles choses. Maintenant, voilà, il faut que les joueurs se remettent en question, qu'ils repartent de l'avant. Et comme je le dis, ce genre de match-là est fait aussi pour gommer peut-être les dernières semaines qu'on a vues de notre équipe face à des équipes vraiment en deçà par rapport à la nôtre. Dans les débats qui alimentent un petit peu les discussions des supporters, Jaco, c'est quasiment aussi difficile de trouver les numéros de l'Euro-Million que de savoir quelle défense va jouer dimanche au Parc des Princes. À moins que tu aies des infos et que tu ne nous dises rien, toi aussi. Jaco la top. Commence pas. Non, mais c'est vrai que, évidemment, tu sais, Karim, quand tu es entraîneur, il doit avoir mal à la tête, le coach, se dire comment je vais pouvoir évoluer cette équipe. S'il fait des changements, eh ben, nous, les premiers, il ne fallait pas les mettre. On le dit régulièrement. Nous, on essaie d'observer, d'analyser, et on a quand même, c'est beaucoup, beaucoup plus facile que le coach. Donc, il va prendre des décisions. Il est obligé d'en prendre des décisions. Et je pense que dans tous les cas de figure, il faudra le soutenir. Parce que le titulaire indiscutable, on l'a dit, c'est Murillo. Murillo n'est pas là et on se rend compte aujourd'hui que quand il n'est pas là, c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des automatismes. Quand tu joues, que tu t'appelles Balerdi avec Murillo, tu as pris certaines habitudes avec ballon et sans ballon. Il faut penser à ça. Régulièrement, j'entends les gens, ouais, mais le jeu sans ballon, ouais, mais ça sert à rien. Non, mais le jeu sans ballon, c'est aussi des positionnements qui sont importants, des petits mots, des petits gestes, des replis défensifs, des couvertures qui sont faites par un ou par l'autre. Donc il faut aussi mesurer tout ça. Donc De Zerbi aura forcément des idées différentes et j'espère ne pas voir Valentin Rongier reprendre son poste, c'est tout ce que je lui demande. Après on parle beaucoup de Murillo, mais voilà, il y a un joueur qui n'était pas disponible sur les 2 derniers matchs et qui l'est désormais, c'est Derek Cornelius. Est-ce qu'il peut y avoir photo ? Est-ce qu'il peut y avoir match entre Cornelius et Kondogbia ? Quand on voit la vitesse des joueurs du Paris Saint-Germain, la vitesse n'est pas la qualité première de Geoffrey Kondogbia, qui en a plein d'autres, mais pas celle-là. Derek Cornelius a montré que sur certains matchs, avec une anticipation bien en amont, a arrivé à pouvoir un petit peu museler des joueurs assez rapides. Est-ce que Cornelius est vraiment une alternative ? Est-ce que Luis Felipe, qui à mon avis va avoir du mal à démarrer pour son aventure, une première titularisation dans un match aussi important et compliqué à jouer, est-ce qu'il a quand même un petit rôle à jouer dans ce match-là ? Est-ce que Paul Lirola
ne peut pas jouer sur un côté, pas à la place de Murillo, mais dans une défense un petit peu plus défensive. Avec plus un haut, Luis pour Enrique, avec Dedic, avec Merlin, il y a plein de questions qui se posent parce que là, on est jeudi soir. On a encore plus de 72 heures avant le coup d'envoi de ce match, mais les questions que j'en vois là, elles se posent, quoi. Bien sûr qu'elle se pose parce que voilà, Amir Murillo n'est pas là et depuis son absence, finalement, on n'a pas trouvé de remplaçant véritable à Amir Murillo. Aucun joueur ne nous a satisfait. Alors oui, il y a Geoffrey Kondogbia qui a été aligné depuis son retour dans l'axe gauche, mais Roberto De Zerbi l'a dit aussi, ce n'est pas son véritable poste et à lui, ça l'embête d'avoir des milieux de terrain finalement derrière associés avec Leonardo Balerdi parce que finalement, il n'y avait que Leonardo Balerdi de véritable défenseur central lors de ce précédent match. Donc moi je préfère voir un Derek Cornelius finalement qu'un Geoffrey Kondogbia parce que lui il a ses repères derrière. Il connaît le poste, il connaît comment défendre sur du 1 contre 1 et c'est pas la même chose de défendre un 1 contre 1 quand tu es défenseur central que milieu de terrain. Tu vas peut-être plus avoir tendance à se jeter au milieu de terrain que derrière. Peut-être tout ce qui est couverture, Derek Cornelius c'est mieux le faire que Geoffrey Kondogbia. Donc moi j'opterais plus pour un Cornelius. Allez, pour terminer, c'est bien que ça tombe sur toi, c'est le hasard. Il n'y aura pas de supporters à Paris comme d'habitude, j'ai envie de penser. Est-ce que ça devient un non-événement ou est-ce qu'il faut arrêter et ne pas banaliser ce genre de phénomène ? Non, il ne faut pas banaliser, il va falloir qu'on trouve des solutions parce que c'est anormal qu'on n'arrive pas à faire déplacer 500 ou 1000 supporters marseillais pour aller au parc, que ce soit même à Saint-Etienne, que ce soit à Lyon. Voilà, ça reste une fête et c'est clair que quand on sait aussi la puissance qu'a le 12e homme marseillais, quand tu es joueur de l'OM et que tu tournes la tête, que tu vois un parcage en feu, ça t'aide aussi à aller de l'avant. Donc oui, les supporters sont très 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 importants. Mais après, je parle au niveau général, n'importe quel groupe de supporters en France doit pouvoir aller supporter son équipe dans n'importe quel stade français. Allez, on a une pensée pour tous les supporters de l'Olympique de Marseille. Les amis, c'est la fin de cette émission déjà, cette spéciale en direct de notre partenaire Nissan Marseille, ici dans les locaux de l'Estac. Des journées portes ouvertes qui débuteront demain et qui se finiront juste avant le Classico pour que vous ayez le temps de vous mettre tranquille dans votre voiture, écouter la radio bien entendu, ou alors vous pouvez aller au cinéma, on ne sait jamais aussi pour aller voir le match. Merci beaucoup les gars, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'espère que vous aussi. Toujours pareil, on se régale. Voilà, le Padawan. Pareil. Félicitations pour la carte de presse, ça fait plaisir. Ah, ça veut dire que Djibaj, c'est pour toi ça. Jaco, bravo pour la séquence émotion tout à l'heure, ça nous a fait bien plaisir. C'est pas une séquence, c'est l'émotion, c'est naturel. Il y a tout qui sort du ventre, tu le sais. Allez, et un grand merci à Camille, à Sergio, à Pascal, et à toute l'équipe de la direction qui était présente avec nous. Un gros bisou à mon Jeffouné, bien sûr, qui a tout envoyé comme il fallait dans le bon ordre. On était bien tintin. Une bonne soirée à toutes et à tous. On se donne rendez-vous demain pour le dernier bar des supporters de la semaine. On se retrouvera également pour le BDS Express à partir de 7h20 et dimanche, prise d'antenne 20h Marc Galli pour ce choc de la 26e journée au Parc des Princes avec Jacques Bail en direct du Parc des Princes. Ça va donner, on va se régaler. Bonne soirée à toutes et à tous et encore merci à Nissan pour son accueil.